Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes nombreuses et nombreux avec nous. Nous sommes là ce soir pour vous parler de cinéma ou des cinémas indiens au-delà de Bollywood. Alors Bollywood, c'est un terme que vous connaissez tous et toutes, que vous avez entendu, qu'on nous sert tout le temps à toutes les sauces, qui fait même partie de la marque Inde aujourd'hui, qui fait partie du soft power indien. On nous sert du Bollywood pour vendre des plats cuisinés, pour vendre des cours de danse, pour vendre des abonnements à Canal+. On nous sert vraiment Bollywood à toutes les sauces, sans forcément expliquer ce que c'est que Bollywood, ce que veut dire ce terme, qui est un mot valise calqué sur Hollywood, qui est la contraction entre Bombay, lieu important du cinéma indien, et Hollywood. Alors, ce qu'on entend par Bollywood, en général, c'est le cinéma commercial en hindi, fabriqué à Bombay, mais c'est un mot qui est devenu fourre-tout. Et beaucoup des gens qui travaillent sur le cinéma indien ou des acteurs et actrices du cinéma, de l'industrie du cinéma, n'aiment pas tellement être associés à ce mot Bollywood, qu'ils trouvent péjoratif. Et donc, il faudrait trouver d'autres termes ou une autre marque, peut-être, pour parler du cinéma commercial populaire en hindi. Et puis, le cinéma indien, ou les cinémas indiens, c'est bien autre chose, et bien plus en tout cas, que Bollywood. Alors, ce soir, on est avec trois spécialistes pour en parler, trois spécialistes qui ont vu un nombre de films très, très impressionnants et qui les ont analysés, décortiqués, qui enseignent le cinéma. Il y a avec nous ce soir Amandine d'Azevedo, qui est maître de conférence à Paul Valéry Montpellier 3, cofondatrice du groupe de recherche Les Cinémas Indiens et qui est l'auteur de Mythe, Film, Bazar aux éditions Mimesis. Nous sommes aussi avec Hélène Kessou, anthropologue spécialiste de la culture indienne. Hélène a dirigé de très nombreuses études sur la société indienne, en particulier liées à la beauté, au marketing ethnique et au cinéma. Elle a dirigé l'ouvrage collectif Bollywood Superstar et Blanc Bollywood, aussi aux éditions Mimesis. Elle a créé une plateforme de promotion de films indiens, donc elle s'y connaît complètement. Et depuis peu, elle est adjointe scientifique au musée départemental des arts asiatiques à Nice. Elle est également commissaire de l'exposition qui aura lieu à partir de la rentrée au Quai Branly, au musée du Quai Branly à Paris, et qui s'intitule Bollywood Superstar, histoire d'un cinéma indien. Et enfin, je vous présente Ophélie Vielle, qui est critique de film, qui connaît parfaitement le cinéma indien et qui a longtemps vécu dans son lieu de production principal à Bombay. Elle est l'auteure de Bombay et les autres, Voyage au cœur du cinéma indien chez Buchet-Chastel, et Rendez-vous with Hindi Cinema. Bonsoir à toutes les trois. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de Bollywood et au-delà de Bollywood, du cinéma en Inde. Alors, juste un petit rappel avant de commencer avec mes questions. Qu'est-ce que ces films disent de l'Inde, qui est un des plus importants producteurs mondiaux de cinéma? Il y a pratiquement 3000 films qui sortent, qui sont produits par l'Inde, pas juste à Bombay d'ailleurs, tous les ans. Donc c'est une industrie majeure. En termes de revenus aussi, c'est une industrie majeure, revenus en Inde, mais aussi revenus générés ailleurs dans le monde, avec une diaspora indienne présente dans une centaine de pays et qui compte à peu près 30 à 40 millions de personnes, mais aussi des marchés très friands du cinéma indien au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Donc, c'est très, très important, le cinéma, économiquement, culturellement, socialement, en Inde. Et le cinéma, évidemment, n'est absolument pas nouveau en Inde. Ça fait plus de 100 ans, presque 120 ans, que le cinéma est arrivé en Inde avec un premier film, Entrée en gare de Bombay, qui a été montré à la fin du 19e siècle en Inde. Alors, les genres ont évolué, les genres se sont multipliés. Le cinéma indien, ce n'est pas juste le cliché qu'on a en tête parfois, ou qui est résumé dans des gifs amusants qu'on reposte dans les conversations WhatsApp ou autres. C'est bien plus complexe que ça. Alors, avant de poser la première question, je voudrais vous dire que ce webinaire
C'est le webinaire mensuel du Forum France-Inde et que voilà, vous aurez le prochain au cours de l'été, au mois de juillet. Et c'est un rendez-vous très important pour nous. Alors, avant de poser cette première question, je me tourne donc vers Amandine. Vous avez fait votre thèse de doctorat sur notamment les motifs esthétiques du cinéma populaire indien. Donc là, j'ai répété à loisir que Bollywood, c'était un peu un cliché et qu'on ne savait pas très bien ce que c'était. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, dans des termes compréhensibles par tout le monde, parce que vous êtes très spécialiste, quelles sont les spécificités en termes esthétiques et en termes narratifs du cinéma dit de Bollywood, d'une part, et puis des autres cinémas en Inde? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'opportunité de parler de ces cinémas. C'est toujours vraiment un plaisir, surtout en bonne compagnie. Pour être tout à fait clair, cette idée de récurrence esthétique, c'est aussi pourquoi est-ce que tout le monde est capable de dire « Ah, c'est du Bollywood ». Il y a des choses qui passent que des gens qui même n'ont jamais vu un film, en quelques images, ils ont cette idée, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre à la fois du stéréotype et du cliché. Alors, pour vous donner juste quelques exemples comme ça, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui est vraiment typique de ce cinéma populaire? Tout simplement, une très grande frontalité, c'est-à-dire des acteurs qui nous regardent directement, qui arrivent devant l'écran, des espèces de compositions d'images où l'acteur est comme là, comme dans notre beau webinaire, c'est-à-dire on est face au spectateur et on lui parle directement. Donc, par exemple, ce qu'on ne voit quasiment jamais dans le cinéma, je dis au sens très large, occidental, donc par exemple un regard caméra qui est interdit, on ne regarde pas directement vers la caméra, mais les cinémas populaires n'a aucun problème avec un regard caméra. Ça peut aussi être des très belles, ce que j'appelle moi des très belles compositions très symétriques. Il y a vraiment une composition de l'image où il y a un plaisir esthétique à regarder ces images. Donc, je remercie beaucoup Jean-Louis qui a fait ce petit PowerPoint. Donc là, par exemple, c'est un très beau plan de danse de Mughal et Azam. Et donc, il y a à la fois la symétrie et une autre chose, alors qui peut-être va vous paraître un minuscule détail, mais c'est cet art de la vue en plongée. C'est-à-dire qu'on regarde légèrement par au-dessus, où là, voilà, une hyper plongée, c'est-à-dire l'image devient une composition, on dirait presque un mandala de méditation. C'est-à-dire que là, on va chercher cette image-là, elle coûte cher, elle est unique, elle dure à peine quelques secondes. Et ça, il y en a dans beaucoup de films. Là, j'en ai attrapé 3, il y en a une troisième. C'est tout petit, c'est un tout petit plan, mais qui est vraiment typique, qu'on retrouve, alors là, pour le coup, aussi bien à Bollywood que dans les autres cinémas populaires, qui, moi, il m'a toujours passionné, ce plan, parce qu'il est minuscule, il est très beau, il est un peu abstrait, et il est vraiment esthétiquement très, très marquant. Et on le trouve aussi bien dans les films des années 50, des films plus récents des années 2000, comme c'est le cas des 2 derniers. Donc, il y a cette espèce d'art de placer sa caméra ou de la façon de filmer les acteurs qu'on ne retrouve pas partout. Alors, pour les cinémas régionaux ou les cinémas, on va dire, tous les cinémas populaires ont leur propre code. Je ne voudrais surtout pas commencer ce webinaire en ayant l'impression que Bollywood invente des choses et que les autres réagiraient par rapport à ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais disons que les cinémas, donc Bollywood a tout simplement un problème de se fabriquer à Bombay. Ophélie en parlera mieux que moi, mais qui est une ville bruyante. Donc ça s'est beaucoup construit en studio. Il y a eu beaucoup un art du décor très, très construit, fabriqué. Là où certains cinémas, on va dire, dans d'autres régions, ont un peu plus réussi à filmer la nature ou à sortir des villes. Donc là, c'est une petite spécificité, il me semble, des cinémas hors Bombay, d'être capable aussi d'aller filmer des magnifiques chutes d'eau ou de mieux placer son personnage dans ce côté naturel. Et ça me permet de glisser à la deuxième partie de la question, qui est la question du narratif. Chacun de ces cinémas a ses propres tropes narratifs, ses propres habitudes, mais il y a quand même dans les cinémas populaires indiens, des beaux archétypes avec des situations récurrentes. Voilà, il y a vraiment une habitude d'avoir des personnages très identifiés. On reformule éternellement des personnages très, très marqués. La mère positive, le meilleur ami. Voilà, il y a quelque chose comme ça de très, très récurrent. Il y a quelque chose aussi par exemple, pour ceux qui sont amateurs de cinéma populaire, le fait que le dénouement est toujours, pour moi, spectatrice, toujours très rapide. Ça fait 2h30, 3 heures qu'on a un problème à régler.
et la solution, elle est 4 minutes de film, c'est plié. Voilà. Donc, il y a quelque chose aussi dans la façon de raconter les histoires, la façon où les personnages ont de se construire, qui est à la fois, pour essayer d'être clair, il y a une forme de continuité, les archétypes, on retrouve les mêmes façons d'écrire. Et puis de la surprise, parce qu'un des gros enjeux, et c'est pour ça que pour moi c'est un cinéma magnifique, c'est qu'il est très très dur de faire un bon film populaire, parce qu'il y a une balance, il y a un équilibre entre ce qu'on récupère, ce qu'on redit, et ce que le réalisateur va essayer d'apporter de lui et de sa propre sensibilité. Donc c'est pas si facile en fait de faire un bon film populaire. Pour moi, c'est quelque chose voilà, d'assez... il y a un équilibre entre, c'est exactement comme pour mon esthétique, ce plan de la ronde au sol, on l'a vu 150 000 fois, on va essayer d'inventer la 151e fois de l'année, de le montrer. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces archétypes? Moi, je pense à la grand-mère qui fait du chantage affectif sur son lit de mort, mais est-ce que vous pouvez nous en raconter quelques-uns? La mère aimante et positive, le père est souvent un opposant. C'est le père qui va venir quelque part créer un nœud narratif. Alors, pas tout le temps, mais je dis vraiment les gros archétypes. Les figures des meilleurs amis, aussi bien pour le garçon que pour la jeune fille, qui sont des adjuvants, hein, si on fait une espèce de catégorie. Vous avez toujours des méchants très, très, très méchants. C'est-à-dire dont il ne peut pas y avoir ce qui m'a toujours beaucoup, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a rarement de retournement moral. C'est-à-dire un personnage, quand il est bon, quand il est méchant, et on se construit là-dedans. Encore une fois, en vous le disant, j'ai 2000 contre-exemples, mais généralement, on rentre dans l'histoire en étant bien certain sur quel personnage on peut s'appuyer et sur quel personnage il va falloir travailler, ou la narration va venir travailler. Donc, pour moi, le meilleur exemple, c'est le père qui, très souvent, il y a cet équilibre encore entre il faut que ce soit l'opposant, il est contre le mariage, contre les changements, il promeut la tradition, et en même temps, c'est quand même le père, donc c'est pas non plus un total méchant, donc il va falloir le convaincre. Et ça, c'est des choses qu'un spectateur, il rentre dans l'histoire et il a ces petits marqueurs dans la tête, ce qui peut créer des surprises, quoi. Et vous ne nous avez pas parlé de la musique et de la danse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors ça, c'est aussi un grand marqueur alors esthétique et narratif, c'est cet art d'entrecouper le récit de chant, alors soit que de chant, soit de chant et de danse. Et alors ça a beaucoup évolué, on a l'impression que c'est un éternel, un marqueur éternel des cinémas populaires. Et ça a presque toujours été là, mais ça évolue beaucoup. Et je pense que ce soit Ophélie ou Hélène, on est toutes de plus en plus frustrées de voir qu'il y a de moins en moins de séquences musicales. Maintenant, un film, il y en a 2, 3, alors que les très grands films qu'on adore toutes, il y en avait 10, 11, enfin c'était... Voilà. Donc, en fait, ça permet à la fois, non pas d'arrêter, souvent on dit que ça arrête le récit, que ce sont des jolis tableaux pour divertir, ça peut être le cas, mais en fait, c'est surtout des moments où on va pouvoir dire par la chanson, par la poésie, dire des choses que sinon on ne peut pas dire. Vous imaginez bien que le héros, en plein milieu je vois un plan de la famille indienne, en plein milieu d'un marché, il ne va pas annoncer qu'il l'aime ou qu'il est amoureux ou quoi, il ne peut pas, c'est socialement impossible dans cet espace public de déclarer sa flamme. Donc, c'est le moment de lancer une chanson pour que le spectateur comprenne que les sentiments sont là. Donc, il y a un usage, il y a une véritable histoire, si je peux dire, des séquences musicales. Je pense qu'elles resteront là, c'est un marqueur fort parce que c'est de la poésie, parce que c'est un langage élevé, parce que ça permet de dire des choses que la narration ne peut pas dire, et tout simplement parce qu'en tant que spectateur, et les spectateurs et les spectatrices les attendent et veulent les voir, et que c'est un enjeu. C'est aussi, je le précise parce que je ne voudrais pas croire que c'est que de l'esthétique, mais c'est un enjeu financier. Une chanson qui marche bien, ça peut créer le succès d'un film, enfin, si elle est bien marketée, voilà. Oui, jusque dans les années 90-2000, les 10 chansons à peu près hein, d'un film étaient diffusées sortaient avant. L'album, en fait, sortait avant et finançait en grande partie le film, enfin, contribuait largement à ses bénéfices. Et ce qui faisait que dans les cinémas, les gens, quand ils allaient voir un film, connaissaient déjà toutes les chansons, toutes les paroles et les chorégraphies, souvent parce que en plus, ça passait sous forme de teaser. Finalement, c'était la bande-annonce. Ça passait à la télévision. Et T-Series, on surveille le succès d'une chanson, on surveille le succès d'une bande sonore avant la sortie du film.
Et puis les chansons sont souvent, vous parliez de la poésie, c'est très juste, la diction joue un rôle aussi très important. Les acteurs et les actrices sont... leur qualité de jeu, finalement, elle repose aussi beaucoup sur leur diction et sur leur capacité à danser, bien sûr, leur diction aussi. Et les chansons sont souvent l'occasion de passer du hindi vers l'ourdou ou le punjabi ou d'autres modes d'expression plus poétiques un peu différents. On a vu très brièvement passer une affiche de film où on aperçoit le héros et derrière lui, l'ombre de Shiva. Ce qui me permet, on va sans doute la revoir, mais de vous poser une question sur le rôle de la mythologie. Parce que là, vous nous avez expliqué un petit peu les ressorts esthétiques du cinéma populaire, mais ce cinéma populaire en Inde, il s'inscrit dans une longue histoire esthétique de représentation à la fois théâtrale et picturale de la mythologie. Et puis les premiers films indiens, réellement indiens, c'était des films mythologiques. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça et puis nous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on en fait de ça, d'autant plus qu'aujourd'hui et depuis 9 ans maintenant, ce sont des nationalistes hindous qui sont au pouvoir. Donc, quel est finalement comment l'hindouisme et la mythologie travaillent le cinéma et vice-versa d'ailleurs. Ça, c'est souvent, voilà, c'est un nœud c'est une belle pelote, hein, cet entremêlement. C'est vrai que la mythologie, elle est là dès l'origine, puisqu'on a trace que le tout premier, on l'appelle le père du cinéma indien, Dada Saeb Phalke, premier réalisateur, donc il a vraiment tout. Il raconte très bien qu'il a un de son désir de cinéma, son désir de se lancer dans le cinéma, c'est de voir une vie de Jésus et de se dire, mais quand la citation à peu près exacte est « Quand est-ce que nous, fils de l'Inde, verrons les aventures de nos dieux sur nos écrans ?» Et effectivement, le cinéma est un lieu magnifique pour la mythologie, et pour la mythologie hindoue en particulier, parce que c'est un lieu d'effets spéciaux, c'est un lieu d'apparition, c'est un lieu de dévotion possible. Donc, il y a un lien, en fait. Les films mythologiques, j'ai envie de dire, il y en a eu tout le long de l'histoire du cinéma populaire. Il y a des périodes où il y en a un peu moins, mais globalement, il y a tout le temps des réinterprétations. Et ça va des années 10 et du muet, où on a des effets spéciaux à la Méliès, à l'affiche que vous voyez là, qui est un film récent, où on utilise les armes du cinéma pour faire vivre cette mythologie. Alors, il y a un rapport aussi, si je peux dire, dans le trait positif, qui est que la mythologie, c'est un récit commun. Un récit qui est encore vivant en Inde. On n'a pas du tout le même rapport aux épopées et aux mythes en Inde que nos lointains souvenirs vus d'ici en France de l'Iliade et l'Odyssée, où on n'est pas forcément très, très habile si on doit raconter toutes les péripéties, alors qu'en Inde, pas du tout. Ces épopées sont vivantes. Moi, je dis vivantes. Elles sont toujours là. Et du coup, il y a un espace, c'est un récit partagé, c'est un récit commun. C'est des personnages que tout le monde connaît. Donc voilà un autre exemple qui est sorti, si ma mémoire est bonne, la semaine dernière. Donc des réinterprétations, ça revient très, très régulièrement, des films reprenant des moments mythologiques. Alors, il y a à la fois ce que je dirais un avantage esthétique, et puis aussi que votre spectateur, il connaît par cœur l'histoire. Donc, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Mais avec aussi, donc par rapport à la deuxième partie de votre question, ces dernières années, beaucoup de retours de pas tous les mythes ou pas toutes les histoires, mais de fragments qui valorisent certaines figures. Donc, en l'occurrence, la figure de le Ramayana et la figure de Ram, qui devient un homme fort, un homme qui va lutter contre. Alors après, vous mettez beaucoup de choses derrière ce contre, mais qui incarne les nouvelles valeurs, je mets des guillemets, des nouvelles valeurs, ou du moins des valeurs qui sont recherchées par le pouvoir en place, c'est-à-dire une espèce de revalorisation de l'homme hindou, de la société hindouiste, les valeurs. Voilà. Donc, par exemple, dans le cas la dernière affiche que vous voyez, alors malheureusement, je n'ai pas pu voir le film, mais ce qui lui est très reproché en ce moment, c'est une version du Ramayana, mais par exemple, il n'y a pas du tout la fin du mythe, le questionnement de Sita, le retour. Non, on s'arrête au moment où Ram a vaincu le démon. Donc ça, c'est des petites choses que nous, on peut observer
Après, il y a 1000 interprétations possibles, mais ce qu'on voit très, très bien, c'est que ces films-là, qui sont des gros blockbusters, favorisent un certain type de mythe. Et que toutes les nuances qu'il peut y avoir, par exemple, dans ces mythes et ces épopées, qui sont des nuances très, très belles sur les personnages, sur la personnalité, sur les enjeux moraux de tout ça, très souvent, quand vous êtes face à un truc un peu Marvel, je le dis sans critique envers Marvel, hein, mais quand vous voyez tout ça un peu de façon très manichéenne, forcément, ça promeut quelque chose. Donc, en tout cas, ce sont des films dont on, quelque part, on peut voir, je ne voudrais pas dire qu'ils réapparaissent ou que c'est une réapparition parce qu'ils n'ont jamais disparu. Par contre, ils ont un éclairage. Ils ont un éclairage nouveau aussi parce que là, les effets spéciaux en font des gros blockbusters qui vont plaire aussi à un public très jeune, qui n'a pas forcément les références comme leurs parents ou leurs grands-parents des grandes séries des années 80, qui ont peut-être même moins de connaissances de toutes les nuances de l'histoire du mythe, et qui donc vont aller au cinéma, manger du popcorn et peut-être se dire ah mais nous aussi on a des super-héros, parce que c'est du super-héroïsme, hein, j'y vais un peu vite, mais c'est quand même des exploits. On le voit très bien dans le film Brahmashtra, là, le premier, qui va être en plusieurs parties, où là, c'est la mythologie et les dieux de façon très jeu vidéo, c'est-à-dire on se charge du pouvoir du dieu. Enfin, il y a un truc ludique. Et la génération de 25-45 ans, les jeunes, relativement jeunes spectateurs indiens, ils ont grandi aussi avec une vision boostée aux stéroïdes de Rama, hein, qui a été redessiné, représenté par les nationalistes hindous à partir des années 80-90 en version musclore, alors que les représentations précédentes le montrait sous des traits plus androgynes souvent, plus complexes. Et plus apaisés. Oui, et il y a une image très marquante, c'est que dans la façon de représenter les dieux traditionnels, on n'a pas besoin de les faire muscler, puisque leur puissance ne vient pas d'un muscle humain qui serait un muscle. Voilà. Et ce qu'on voit apparaître dans les années 90, c'est des représentations très, très musclées. Et lui qui avait l'arc autour de l'épaule, et d'un coup, il a un arc et il tend l'arc et il a les muscles bandés, etc. Et ça modifie quand même beaucoup la perception qu'on a du personnage. Et quand même, Rama, il incarne l'idée de l'homme et l'homme d'État idéal. Et donc, ça change, en fait. C'est des représentations on a l'impression, peut-être, c'est même pas du détail iconographique, c'est juste un arc qui change de place, et ça change la perception qu'on en a. C'est la représentation, d'ailleurs, de Rama dans toutes les représentations politiques pour la construction du temple à Ayodhya. On représentait toujours Rama musclé, bandant son arc. Et donc finalement, il y a une continuité entre le discours politique et les représentations à l'écran, même s'il ne s'agit pas forcément de calque de la propagande. Non, c'est aussi travaillé par l'iconographie Marvel, les super-héros, aussi une volonté commerciale, hein, sans aucun doute. Donc voilà, on voit bien en tout cas qu'il y a la figure de Rama, bien sûr, il y a Shiva aussi. Et vous me faisiez remarquer quand on a préparé ce webinaire qu'il y avait non seulement la mythologie, mais il y avait aussi l'histoire qui est beaucoup mobilisée. Beaucoup plus qu'avant, en tout cas de façon vraiment soutenue. L'histoire indienne, ça peut être l'histoire de l'époque moghole, ça peut être l'histoire de l'époque coloniale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi tout d'un coup il y a plein de films historiques, pourquoi ces périodes-là et comment elles sont traitées? Alors là, c'est vrai que je suis pareil, je m'excuse, ça va manquer de nuances, mais en fait, c'est vrai qu'on a je me faisais la réflexion, moi qui suis très une spectatrice de péplum, de films en costume, j'ai toujours adoré les reconstitutions. Et là, depuis quelques années, je trouve qu'on voit arriver dans le cinéma populaire indien, pas simplement des films en costume ou des reconstitutions, mais des films qui ont un discours ou essayent de redire l'histoire. Donc, pas simplement faire des jolis costumes et reconstruire quelque chose, mais qui essaye d'expliquer ou du moins de réécrire ou d'avoir un propos sur des périodes historiques très marquées de l'histoire contemporaine indienne. Donc ça peut aller alors pour un public, on va dire, pour un public français, on peut penser à Lagan, où il y avait le biais du cricket
pour défaire les Anglais. Mais là, on n'en est plus là. 20 ans après, on en est à... On peut très clairement dire qu'on va combattre les Britanniques, qu'on va réagir à la colonisation et qu'on va aller casser, si je peux dire, casser des Anglais qui en plus sont représentés de façon presque cartoonesque. Pour ceux qui ont vu, alors on sort de Bollywood, mais pour ceux qui ont vu le film RRR de Rajamouli, qui a eu un gros succès, il a un peu, on en a un petit peu parlé en France, mais pour ceux qui ont vu, la représentation même de l'ennemi britannique est quand même assez cartoonesque. C'est vraiment des gros méchants. Voilà. Donc, on va chercher, donc dans le cas de ce film, par exemple, Triple R, on va chercher des freedom fighters qu'on va mélanger, on va faire un petit flou sur la période, on va arranger, si je peux dire, l'histoire. Et on va en faire des héros, on va réécrire des fragments. C'est le cas aussi, donc si Jean-Louis peut mettre la petite affiche, c'est le cas aussi d'un film que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très intéressant là-dessus, sur la réinvention de l'histoire. Un film plutôt Bollywood, là, Thugs of Hindustan, où là, c'est très, très amusant parce qu'on a donc la figure du Thugs, quoi, un mi-pirate. Alors là, on est à cheval entre un peu Pirates des Caraïbes, les Thugs en Inde. Enfin, c'est un espèce de vrai fourre-tout magnifique, j'adore. Et on va aller, non seulement on va affronter la East India Company, il y a toute cette partie-là, il y a une partie d'affrontement, mais je suis désolée, je spoil, mais sans trop spoiler, à la toute fin du film, c'est pas simplement qu'on a vaincu l'ennemi, mais c'est que c'est à notre tour d'aller en Angleterre. Donc à la fin, il y a ce bon mot de allez, maintenant on va en Inglistan. On va aller régler ce problème sur leur territoire. Et ça, pour moi, c'est nouveau. C'est-à-dire d'aller pas simplement faire de la reconstitution en costume, mais d'avoir un discours. Et de dire, en fait, on va régler ces questions de domination, ces questions de représentation de l'ennemi. On va le faire, mais avec, encore une fois, tout le génie du cinéma populaire, ça danse, ça chante, c'est des méga stars, c'est hyper... voilà. Mais derrière, il y a quelque chose qui se passe qui est pour moi, si je dois dire mon opinion, une façon de réinventer, de tordre et de se réapproprier une histoire qui a quand même été beaucoup écrite depuis l'Occident. Donc, c'est un peu un phénomène de l'Empire contre-attaque. Je pense. Et je pense que le cinéma et le cinéma populaire est le parfait endroit pour faire ça. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon très synthétique sur à quoi ressemble le cinéma populaire actuel à l'écran. Alors, Ophélie, je vais me tourner vers vous, parce que là, on a vu ce qui se passe à l'écran, et moi, je voudrais vous demander ce qui se passe dans la salle ou dans les salles. Vous qui avez longtemps vécu à Bombay, est-ce que vous pouvez nous dire comment on voit un film indien? Qui sont les publics? Comment ça se passe, la réception? Oui, alors la question n'est pas simple, parce que comme c'est un grand pays et qu'il y a plein de salles de cinéma différentes, alors je vais d'abord parler de mon expérience à moi, parce que moi je suis déjà un public. Moi je suis le public, alors certes occidental, mais allant au cinéma avec des Indiens aisés, qui pour certains n'aiment pas le cinéma commercial indie et donc refusent d'en voir, donc sont très contents qu'il existe des multiplex aujourd'hui depuis les années 2000 pour pouvoir aller voir des films américains. Dans ces multiplex, donc on a des salles qui jouent du cinéma américain ou voire d'ailleurs parfois du cinéma européen, même si c'est rare. Et puis il y a quand même du cinéma indie, donc on peut très bien aller le voir. Alors, petite anecdote pour ceux qui vraiment n'ont aucune idée de comment ça se passe dans une salle de cinéma à Bombay, parce qu'il n'y a qu'à Bombay que ça se passe. Avant la projection du film, on se lève pour l'hymne national et on attend qu'il se termine pour pouvoir s'asseoir. Petite anecdote, je ne l'ai pas fait un jour et ça s'est très mal passé pour moi dans la salle. Voilà, je me suis fait insulter parce que j'avais déshonoré, j'avais manqué de respect à l'hymne national indien. Voilà, donc moi je suis un certain type de public qui va dans des salles très confortables, qui a le choix, qui va avoir mon petit entracte pour pouvoir aller chercher mon popcorn et autres, etc. Puisque comme c'est souvent des films très longs, il faut cette pause. Alors petite anecdote assez intéressante aussi,
On coupe aussi les films américains en plein milieu, n'importe où. Donc, voilà, c'est vraiment l'entracte est obligatoire, quelle que soit la salle de cinéma. Et puis, vous avez encore, même s'ils disparaissent progressivement, ce qu'on appelle les single screen theaters. Alors ça, c'est les salles mythiques du cinéma indien, des très grandes salles, parce que les salles de multiplex, on est dans les... Bon, on peut avoir des salles de 100 places, 300 places, mais dans les single screen theaters, là, on est dans 1000 places, en fait. C'est vraiment de très grandes salles, parfois de moins en moins confortables parce qu'elles ont vieilli. Et là, on n'a plus le même type de public. On a un public plus populaire, on a un public plus remuant parce que dans les multiplex, on se conduit à peu près comme on pourrait se conduire en France, hein, hormis les téléphones portables qui sonnent. Mais là, on va avoir ce qu'on aime bien en Europe montrer, hein, c'est-à-dire effectivement des scènes de liesse à l'apparition du héros. Des scènes de gens qui dansent, puisque vous disiez justement qu'en général, on connaît déjà les chorégraphies et les chansons avant même d'aller voir le film, avec des gens qui vont voir les films, mais des dizaines de fois en fait. Quand il y a un film qui a du succès, il a aussi du succès parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont le voir, mais aussi beaucoup de gens qui revont le voir plusieurs fois, 5, 10 fois, etc. Voilà, ça c'est le type de cinéma qu'on trouve dans les villes. Donc à Bombay, encore une fois, alors moi je connais surtout les salles de cinéma de Bombay, mais je pense que c'est à peu près pareil sur tout le territoire. Vous avez donc ces single screen theaters qui disparaissent progressivement au profit des multiplex. Alors des multiplex, on en parlait entre nous justement, qui passent aussi du cinéma régional de plus en plus. Doublé parfois, pas doublé, donc parfois avec des sous-titres. Donc là, qui appelle quand même un public très averti, très éduqué. Donc c'est encore une fois pas le même public. Et puis dans les villages, vous avez... excusez-moi, j'ai oublié un autre type de salle de cinéma dans lequel moi je ne suis pas allée, mais qui existe. Ce sont en fait des espèces de ce qu'on appelle les cinema parlors. Donc en fait, c'est des toutes petites salles avec un écran qui est à peine plus grand qu'une télévision. Il n'y a pas vraiment de siège. Les gens vont là pour regarder. D'ailleurs, ils ne regardent pas forcément du Bollywood, ils regardent beaucoup du cinéma Bhojpuri, qui est le cinéma de l'état du Bihar, qui est un cinéma vraiment... ça serait terrible de dire de série Z, mais c'est ça en fait, à très petit budget. Et les gens vont là, parfois pas forcément pour regarder le film, mais parce que c'est un endroit où ils vont être abrités, etc., où ils vont pouvoir faire une sieste. Voilà, c'est vraiment une expérience totalement différente de l'expérience du multiplex. Et puis dans les campagnes, vous avez des salles de cinéma, mais aussi encore un petit peu, même si c'est en train de disparaître, du cinéma itinérant. Donc, un cinéma qui se déplace de village en village, comme on voit dans le film dont nous parlera Hélène, dans le film Swades, voilà, avec des possibilités pour les villages les plus reculés d'avoir du cinéma de temps en temps, mais c'est vraiment en train de disparaître. Et on dit parfois qu'un film populaire indien, c'est un film masala, plein de masala. C'est-à-dire qu'il y a un mélange d'épices. Donc, il y a des ingrédients pour tout le monde. Il y a un petit peu de bagarre, un petit peu de romance, un petit peu de comédie, slapstick comedy. Il y a c'est un petit peu de farce, un petit peu d'action, un petit peu de romance, un petit peu de tout pour tout le monde. Et que c'est les seuls films, le seul type de cinéma qu'on peut vraiment, réellement voir en famille sur 3 générations. Et on explique souvent comme ça le succès de ce cinéma dans les pays conservateurs. On l'explique par la présence de la diaspora, bien sûr, mais pas seulement. Les films indiens sont très populaires dans le Maghreb, dans l'Afrique subsaharienne, dans des pays aussi conservateurs d'Asie. Et est-ce que c'est l'impression aussi que vous avez est-ce que c'est toujours vrai et est-ce que c'est resté un cinéma globalement familial? Oui, si on parle... Pardon Ingrid. Si on parle du cinéma populaire, c'est clairement le cas, même s'il y a une petite évolution sur certains types de scènes qui étaient avant, on en parlera après avec la censure qui avant a été bannie. Il y a une toute petite évolution, ça reste un cinéma familial. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde y va forcément en famille, on peut aussi y aller avec des amis. On y va aussi avec son amoureux ou son amoureuse. Parce que, à Bombay, en fait, l'intimité est très compliquée.
dans les familles indiennes, on vit tous ensemble, hein, donc c'est très difficile quand on a un amoureux, une amoureuse, de se voir en dehors de la famille. Donc où est-ce qu'on se voit? La nuit, dans la rue, sur des routes un petit peu obscures, ou au cinéma. Et voilà, donc c'est un lieu un peu fourre-tout finalement, la salle de cinéma. On fait plein de choses dans la salle de cinéma. Mais oui, ça reste un cinéma très traditionnel. Et d'ailleurs, je m'étais posé la question, puisque vous parliez des différents publics qui s'intéressent à ce cinéma en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, qui sont effectivement des publics à la recherche d'un message assez traditionnel. Je m'étais posé la question de pourquoi en Allemagne, parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, le cinéma commercial indie a beaucoup plus de succès qu'en France. Les Allemands sont assez férus de ce cinéma. J'avais posé la question à un producteur à Bombay qui travaille pour Yachraj. Je lui avais dit, est-ce que vous avez une explication à ça? Pourquoi Shah Rukh Khan, il déchaîne les foules allemandes quand il va en Allemagne? Et il m'a dit, moi, je pense que c'est parce que les Allemands sont très conservateurs. Alors ça, c'est son opinion, hein. Je pense qu'il y a des recherches à faire là-dessus, mais il m'a dit, je pense qu'ils sont parmi les Européens les plus conservateurs, sont très attachés à un modèle familial. Ça m'a très surprise, hein, comme explication, mais je trouve que justement, ça rejoint un peu ce que vous disiez. Si c'était le cas, je pense que Bollywood aurait beaucoup plus de succès en Italie, par exemple, qu'il ne l'a en Allemagne. C'est peut-être aussi lié au fait que l'Allemagne, pour revenir à des considérations peut-être moins sociales et plus économiques, l'Allemagne a recruté massivement des Indiens avec ces cartes vertes spéciales à partir des années 90 et des facilités d'installation pour les ingénieurs, que du coup, il y a eu des festivals, en fait. Il y a eu des projections et il y a eu un public qui a initié forcément quelque chose, un mouvement. Et puis, en termes de tournage, il y a beaucoup de tournages qui ont eu lieu en Suisse. Et aussi un petit peu en Allemagne, mais en tout cas dans le monde germanophone, parce que la Suisse, c'était à l'écran, ce qui ressemblait le plus au Cachemire. Et à partir des années 80-90, surtout 90, on ne pouvait plus tourner au Cachemire. Donc la Suisse a été un lieu de repli pour montrer à l'écran ce paradis perdu qu'incarne dans l'imaginaire indien le Cachemire. Et du coup, il y a eu beaucoup de contacts économiques, de remises de médailles, d'honneurs divers aux producteurs indiens, à Yash Chopra, par exemple, hein, qui était citoyen d'honneur de je ne sais combien de villes suisses, etc. Il y a eu vraiment des partenariats économiques qui se sont faits, et je pense que au-delà du conservatisme moral des Allemands, je pense qu'il n'a rien à envier à celui des Italiens. Il y a peut-être dans des considérations économiques une réponse à trouver. Et puis les festivals, enfin ce que vous avez fait aussi en France, vous popularisez le cinéma indien. Les cinémas indiens a été fait en Allemagne. Ça, c'est une piste Oui, mais Ingrid, en fait, c'est très bien, parce que ça me fait juste une petite conclusion là-dessus. Je pense que ni Amandine, ni Hélène, ni vous, ni moi ne sommes conservatrices ou traditionnelles ou attachées à ça. Et pourtant, on adore le cinéma populaire indie. Donc, pour moi, c'est un cinéma qui parle à tout le monde. Vous avez tout à fait raison, évidemment. Et justement, Hélène, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que là, on a parlé quand même beaucoup de Bollywood et beaucoup de Bombay, alors qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas tant que ça, que ce n'était pas juste ça, le cinéma indien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ailleurs, dans d'autres régions? On a l'impression que Bollywood, finalement, c'est le cinéma indiephone, donc du Nord. Alors, pourtant, je ne sais plus si c'est Ophélie ou Amandine qui a parlé du cinéma Bhojpuri, qui est aussi du Nord. Mais il y a aussi un très fort cinéma régional au Bengale et surtout au sud de l'Inde, en Telugu, en Malayalam et en Tamoul, entre autres. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout ça? Alors, je vais être aussi un peu succincte, hein, on est obligé d'aller un peu vite. C'est vrai qu'on a parlé depuis tout à l'heure, on a cette impression qu'il y a un cinéma en Inde qui représente l'Inde, c'est Bollywood, cinéma indiephone, qui prend beaucoup de place, on l'a dit, à la fois en Inde et aussi à l'international. Mais c'est une vision un peu biaisée, parce que finalement,
dès les débuts du cinéma, dès le début du XXe siècle, il y a 3 grands centres qui se sont imposés. Bombay avec le cinéma hindi, Madras avec le cinéma tamoul et Calcutta avec le cinéma en bengali. Donc, les 3 centres vont produire des films différents. Il y a d'autres centres, vous l'avez dit, Ingrid, le Malayalam. On pourrait dire que finalement, chaque industrie tourne autour d'une langue, parce qu'il faut le rappeler, l'Inde est un pays multilingue. Il y a des langues différentes dans chaque État qui ont un statut complexe. C'est langue officielle, mais c'est des langues régionales. Elles s'ajoutent au hindi et à l'anglais qui permettent de communiquer un peu entre les différents États. Et c'est vrai que cet essor a été conjoint dans toute l'Inde. Alors moi, souvent, ce n'est pas forcément une interprétation qu'on trouve, ce n'est pas comme ça qu'on raconte le cinéma indien dans les livres d'histoire, mais j'aime bien dire qu'il y a 3 industries. Dans chaque grande région, en fait, dans chaque grand centre linguistique et régional, on va avoir le développement d'un cinéma d'auteur, le développement d'un cinéma commercial qu'on va souvent appeler en wood, Bollywood pour hindi, Sandalwood, on trouve Tollywood ou Sandalwood pour Telugu, Kollywood pour le grand cinéma tamoul en face de Bollywood. Donc ces wood, ça va être les commerciaux. On va avoir évidemment des cinémas d'auteur traditionnels dans ces régions. Il y a du cinéma d'auteur en hindi, même si c'est vrai que le cinéma d'auteur à Bombay se fait plus en langue marathi. Il y a du cinéma d'auteur tamoul, grande tradition de cinéma d'auteur tamoul, et évidemment le Bengale, qui, avec Satyajit Ray, s'est imposé comme la mère patrie, on pourrait dire, du cinéma d'auteur indien. Et moi, j'ajouterais un troisième type d'industrie qui est plus récent, qui serait un peu ces cinémas qu'on appelle aujourd'hui indépendants, faute d'avoir un terme pour les expliquer, des cinémas un peu plus urbains, un peu plus jeunes, qui essayent de renouveler un peu les codes, qui sont ni des cinémas d'auteur vraiment, ni des cinémas commerciaux. Et pareil, on en trouve partout, on en trouve dans chaque grand centre cinématographique. Donc c'est vrai que c'est un foisonnement cinématographique qui est extrêmement important. Et on l'a toutes dit, vous l'avez dit en introduction, Amandine l'a redit, on préfère dire les cinémas indiens. Et je crois que ça, c'est vraiment une question qui est centrale parce qu'on va toujours essayer d'analyser quel est le cinéma qui est en force à telle époque, à telle autre époque. Les centres changent. Bollywood a dominé depuis les débuts du cinéma. C'est aussi des raisons politiques, c'est des questions de choix. N'oublions pas que le cinéma était aussi une manière d'imposer le hindi, de diffuser le hindi du nord vers le sud. Mais au sud, donc, si je me recentre un tout petit peu sur Kollywood, Kollywood a produit des stars et qui sont des stars au-delà du star system, qui sont des stars qui sont adulées comme des dieux. C'est vraiment un cinéma qui n'a pas besoin, le Tamil Nadu n'a pas besoin des films hindi pour être une région de films, une région de cinéma. Les gens vont au cinéma pour voir les films tamouls, et si on doit en citer qu'un de ces fameux héros, on va citer Rajinikanth, qui représente quand même aujourd'hui, qui cristallise tout ce fan système, cette stardom à l'indienne qui est quand même extraordinaire. Et je dirais que je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, ce qui change, c'est de voir où sont les centres de pouvoir, comme je disais tout à l'heure. Et c'est peut-être en train de changer aujourd'hui. On a vu énormément d'articles en début d'année. Bollywood, c'est fini. Bollywood est mort. Maintenant, tout se passe au sud, notamment parce que Brahmastra, dont Amandine a parlé, a été un échec, ça a été un flop, alors qu'il y avait tous les ingrédients de la réussite, la mythologie, des stars à ne plus savoir qu'en faire, sauf que ça n'a pas fonctionné. Il y a un nouveau type de film, le film pan-indien, justement. Voilà, la question c'est maintenant, en fait,
cette question du pan-indianisme, elle s'est posée dès les débuts. Quand Dada Saeb Phalke a mis en place les premiers films indiens, les comités, voilà, quand tout ça s'est un petit peu organisé, on s'est posé la question, comment faire un film qui va parler à Bombay et au Bengale? Parce qu'on ne parlait pas le même langage, pas seulement le langage linguistique, le même langage symbolique. Comment symboliser un puits, comment représenter la pauvreté, comment parler de sujets de société qui étaient des sociétés fragmentées et différentes. La vie au Bengale n'était pas la vie dans les campagnes du Maharashtra. Donc, du coup, toutes ces questions, elles se sont toujours posées. Et aujourd'hui, avec l'échec, Brahmastra, ça a fait peur, ça a fait trembler le Nord. L'échec de Brahmastra, on s'est dit finalement, est-ce qu'il y a des réalisateurs, des cinématographies qui sont plus inclusives, qui sont plus pan-indiennes, qui arrivent à parler à tous? Et si on peut voir la petite image, en même temps, on va dire, là, il y a 2 films qui marquent justement cette question du pan-indianisme. C'est RRR, dont Amandine a déjà parlé, qui s'est imposé vraiment comme le représentant du cinéma indien, tout simplement aussi. Pourquoi ? Parce que c'est le film qui a représenté l'Inde aux Oscars, c'est le film qui représente l'Inde à l'international aujourd'hui, c'est RRR. Avant, le premier film envoyé par l'Inde au Festival de Cannes, par exemple, c'était Awara de Kapoor, et c'était donc en hindi. Et donc, pendant longtemps, l'extérieur, les festivals ne connaissaient que Bollywood ou films hindi commerciaux et le Bengale, principalement, puisque Satyajit Ray a très tôt pénétré ce système des festivals étrangers. Et aujourd'hui, qui représente l'Inde au cinéma? C'est RRR. Et même si c'est à un niveau plus bas, les scores sont moins bons, le film de Mani Ratnam, qui pour moi est intéressant à un autre niveau aussi, parce qu'on parlait un peu tout à l'heure des films historiques, et Mani Ratnam a choisi de mettre en scène pour une fois, on va dire non pas l'Inde moghole, mais l'Inde Chola, donc un grand empire du Sud. Et donc on voit que les narratifs sont en train de changer en fonction aussi de ce déplacement de pouvoir. Et que je pense aussi, ça c'est une interprétation personnelle, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est aussi lié justement au multiplex et aux films numériques, aux possibilités que le numérique offre. Parce que justement, Ophélie l'a dit, aujourd'hui les films sont doublés. Donc, RRR va pouvoir passer dans des versions multilingues dans toute l'Inde. C'est très facile de faire ces versions multilingues. Il passe en hindi à Bombay, il passe en tamoul à Chennai, il passe en telugu. Enfin, voilà. Et ça, ce n'était pas possible avant. Avec le 35 mm, quand on n'était pas encore au numérique, il fallait sous-titrer ou doubler, c'était plus cher, c'était plus long, plus contraignant. Là, avec les films numériques, c'est extrêmement facile. Donc, pour moi, il y a un mélange. Il y a un mélange aussi qui est dû au changement de tissu des salles, avec ces multiplex qui se multiplient, et aussi à la facilité du doublage et du multilingue. Et peut-être que justement, ça va rebattre les cartes. Peut-être qu'on va pouvoir voir un panel plus riche de différentes langues, de différents types de cinéma grâce à ça. Je ne sais pas, c'est vraiment en train de se faire, c'est vraiment en développement. Je vais vous poser une autre question sur une évolution très contemporaine. Qu'est-ce que la pandémie a changé? Et surtout, peut-être de façon plus durable, qu'est-ce que les plateformes de streaming, Netflix, Amazon et autres, changent au mode de consommation et du coup à la création, à la diffusion des films indiens? Est-ce que les séries sont en train de prendre le dessus? Est-ce qu'il y a une uniformisation, une occidentalisation? Est-ce qu'au contraire, on voit que c'est un moyen de déjouer la censure ou de donner plus de place au cinéma régional pour occuper des parts de marché? Est-ce que, je sais que vous avez travaillé pas mal sur la question, est-ce que vous pouvez nous dire comment la pandémie et
le streaming change la donne pour le cinéma indien? Alors bon, c'est un peu comme partout, hein. La pandémie a vraiment bouleversé l'écosystème de cinéma. Mais avant de revenir un peu sur l'effet de la pandémie, je voudrais insister sur le fait que les plateformes de streaming en Inde, elles sont installées depuis plus longtemps que chez nous, je dirais. Il y avait cette culture du streaming légal qui était implantée depuis un petit moment. Et des grands studios comme Eros International ont très tôt lancé leur plateforme. On pouvait pour $1, même depuis la France, commander un film. Moi, je l'ai beaucoup fait. $1, on commandait un film Eros International. Il y a un catalogue extraordinaire. Mais voilà, c'était au début, c'était pas les mêmes, c'était pas par abonnement, etc. Donc, on était au tout début des pratiques. Si on remonte déjà rien qu'en 2016, ce qui n'était pas le cas, hein. En France, on n'avait pas ces habitudes-là encore. Il y avait déjà une dizaine de plateformes disponibles en Inde. Aujourd'hui, il y en a plus d'une quarantaine. Il y a énormément de plateformes numériques qui proposent du contenu. On dit du contenu maintenant, des films, des séries, de la télé-réalité. Les chaînes de télévision traditionnelles indiennes, elles se sont mises dans cette bataille des plateformes assez tôt. Elles ont toutes une version numérique des plateformes. En Inde aussi, il y a les compagnies de téléphone qui ont des plateformes qui diffusent des séries et des films. Et évidemment, il y a toutes les plateformes qui viennent du monde occidental, Disney, Netflix, Amazon, tout le monde est là. Vous l'avez dit, les plateformes, ces plateformes occidentales, elles sont confrontées à un problème qu'elles ne connaissent pas ailleurs qu'en Inde, ou moins en tout cas, je suis moins au courant, c'est qu'il faut du contenu indien pour que les Indiens regardent ces plateformes. Et ça, c'était arrivé déjà au cinéma. Le cinéma avait dû devenir très vite indien parce que les films coloniaux, produits par les puissances coloniales qui passaient en Inde, n'intéressaient pas le public, le grand public. Et donc, ces plateformes, elles ont compris très vite qu'il allait falloir qu'elles proposent du contenu indien. Elles ont mis beaucoup d'argent sur la table. Netflix, c'était en 2019, a mis 360 millions d'euros pour produire du contenu indien qui passerait ailleurs qu'en Inde. Le but, c'est que ce soit indien, mais quand même assez universel pour pouvoir être regardé ailleurs. Et ça a très vite marché. Les grands noms en fait, de ce cinéma que j'ai appelé indépendant tout à l'heure se sont rués vers ces plateformes. Donc, on peut citer Anurag Kashyap, Alankrita Srivastava, Zoya Akhtar, qui étaient des noms qui étaient en train de faire évoluer le cinéma, qui se sont déplacés vers les plateformes. Parce que c'était plus facile de faire des choses pour les plateformes, parce qu'elles se sentaient plus libres dans le choix des thèmes. On en reparlera tout à l'heure avec la censure, mais c'était un espace de liberté, au début, dans ces années 2018-2019, c'était vraiment un espace de création et de liberté. Et évidemment, tout ça s'est un petit peu arrêté avec la pandémie. Il y a eu un frein. Et j'ai trouvé des chiffres. Alors, attendez, parce que je n'ai pas tellement la mémoire des chiffres. Avant la pandémie, où est-ce que j'ai mis ça? Avant la pandémie, au cinéma, il y avait 122 millions de spectateurs. Voilà, c'est ça, 122 millions en décembre 2022, donc sur une année, les 12 derniers mois. 2022, donc après la pandémie, alors qu'en 2020, on était à 146 millions. Voilà. Donc, du coup, ça s'est un peu réduit, mais les Indiens sont quand même globalement retournés dans les salles. Je pense que, Ophélie, je crois que tu seras d'accord avec moi quand même pour dire qu'à Bombay, notamment dans les grands centres urbains, les gens sont retournés dans les salles de cinéma assez vite, finalement, quand même. Hélène, vous avez parlé de censure et de représentation.
On va passer à d'autres sujets plus politiques maintenant. Avant de parler vraiment de censure et du rôle du nationalisme hindou, je voudrais juste vous interroger sur les représentations des minorités religieuses, des basses castes, des minorités de genre et d'orientation sexuelle à l'écran. Est-ce que vous pouvez me dire, Hélène et Ophélie, par exemple, de façon assez succincte, parce que je vois que le temps passe vite, si des choses ont changé, si ces minorités sont plus visibles et si elles le sont de façon plus respectueuse. Je me permets peut-être de commencer, mais je vais être très rapide pour laisser à Hélène le temps de parler parce qu'elle aura plus de choses. Moi, je peux parler notamment effectivement de l'image des LGBT qui est dans les films de Bollywood. Hein. Alors, je ne vais pas revenir jusque très loin, mais dans les années 2000, on a eu des personnages. Enfin, on a commencé à parler à Bollywood de l'homosexualité, mais de manière parce qu'on avait un grand cinéaste. Cinéaste très important, Karan Johar, qui est pas ouvertement gay, mais tout le monde le sait, disons, qui a mis à chaque fois dans ses films des personnages, alors souvent sous le ton de la comédie, on peut voir dans Kalonao, ou alors là c'est pas son film, mais Dostana, voilà, des personnages qui prétendent être homosexuels ou qu'on croit être homosexuels, et du coup ça fait rire tout le monde, voilà, c'était des personnages comiques. Mais donc qui offusquait beaucoup la plupart des associations LGBT en fait, qui trouvaient ça insupportable. C'était aussi une façon. Ouais. Pardon ? Oui, c'est très homophobe, c'est des représentations très homophobes. Mais justement, c'était la question parce que d'autres personnes que j'ai pu rencontrer me disaient non, en fait, moi, je n'y vois pas de l'homophobie, j'y vois une façon de commencer à montrer l'homosexualité à une société qui n'est pas prête à la voir, en fait. Et donc, voilà, d'autres associations ont pu me répondre ça, et parce que c'était justement des représentations par Karan Johar, et qui, voilà, lui-même, clairement, avait quelque chose à dire à propos de ça. Et puis, progressivement, ça a évolué, où là, on va effectivement avoir alors, dans le cinéma populaire indie, pas à ma connaissance d'histoire d'amour gay. En tous les cas, voilà, de personnages principaux, ça non. Mais les plateformes dont parlait Hélène tout à l'heure ont permis justement de pouvoir amener des histoires comme celle-là. Par exemple, le film Majama, qui est sorti en septembre sur Amazon Prime, montre la grande actrice Madhuri Dixit faisant son coming out, enfin le personnage joué par Madhuri Dixit, faisant son coming out en tant que lesbienne à l'âge de 50 ans dans une petite ville, et ce que ça va provoquer comme réaction. Et là, on n'est plus du tout dans le ridicule. C'est Madhuri Dixit, elle n'est pas du tout un personnage ridicule, ridiculisé, et on n'essaie pas de la faire changer, et elle ne change pas à la fin. Voilà, donc il y a quand même cette évolution, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, évidemment. Alors, je me permets d'intervenir. Dans Majama, Madhuri Dixit, elle est outée, hein, puisqu'elle ne fait son coming out. Et alors, pas dans Bollywood, mais dans le cinéma indépendant, la référence, c'est Fire. Si vous voulez le voir, ça date de 98. Et ce film avait essuyé la censure. Il y a eu 2 versions de ce film. Dans la version originale, les 2 personnages féminins s'appellent Radha et Sita. Et dans la version censurée, elle s'appelle, je ne sais plus quoi, Nancy et je ne sais plus quoi, Rosie, quelque chose comme ça. Et ça avait suscité des violences à Bombay. Des cinémas avaient été saccagés et brûlés. Donc, oui, mais si je peux juste me permettre, Deepa Mehta, c'est une réalisatrice indo-canadienne. Donc voilà, oui, moi je parlais vraiment du cinéma commercial. Tout à fait. Oui, bien sûr. Tout à fait, mais voilà, c'était juste pour citer cette référence qui est restée dans beaucoup d'esprits, alors que le film, il date de 97. Et depuis, on n'a pas vraiment fait mieux sur grand écran, même s'il y a des représentations intéressantes sur les plateformes de streaming. Voilà, ça, c'est un avis personnel et militant. Pour la caste, qu'est-ce qui se passe parce que là aussi, sur les représentations de caste, les choses bougent un petit peu, j'ai l'impression, Hélène.
Alors, je vais juste me permettre de citer un réalisateur qui fait partie de cette vague d'indépendants, encore une fois, qui, le pauvre, a été un des premiers à parler de l'homosexualité. Il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est Onir. Oui. Onir, il est venu trop tôt, je crois, malheureusement. Il a eu toujours beaucoup de mal à financer ses films à cause de ça. Et voilà, et je crois qu'il a ouvert la voie quand même à un discours. Et sinon, la caste, je vais être très rapide, parce qu'en fait, la caste, ça pourrait être un sujet, comme tout ce dont on a parlé, un sujet en soi. La caste à Bollywood, on va dire qu'elle est là et elle n'est pas là à la fois. Elle n'est pas là parce que finalement, il y a très peu de diversité. Parce que si on utilise le mot diversité dans les films indiens, ça va être pour parler de diversité, pour parler soit des représentations homosexuelles, soit pour parler des représentations diverses, on va dire, de la société indienne, et donc des tribaux, des Dalits, ce qu'on appelait autrefois les intouchables, qui sont des personnages qui sont quasiment toujours absents des films Bollywood, hein, donc commercial, indie, on l'a dit. Il y en a eu dans l'histoire du cinéma, tout le monde a en tête les fans Achut Kanya, hein, qui est un film de 1936 qui parle déjà de cette question. Donc, il y en a eu à chaque époque quand même, quelques-uns. Mais je pense que pour moi, j'avoue, c'est un peu... à l'inverse, je propose souvent de parler du point de vue des dominants au lieu de parler du point de vue des dominés. Je n'ai pas travaillé sur les films Dalits. Je travaille plutôt justement sur le fait qu'ils sont absents, la grande absence de cette caste. Et Bollywood, c'est un monde de haute caste. On peut utiliser aussi le terme Savarna. Donc, c'est un monde de haute caste. Les noms des personnages nous le disent. Le public français s'en rend pas forcément compte, mais les noms ancrent les personnages dans un écosystème de caste extrêmement clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Un des films qui avait fait parler pas mal la presse sur cette question, la presse en Inde, c'est un film de Shah Rukh Khan qui s'appelait Zéro. C'est un nain dedans, dans une petite ville de l'Uttar Pradesh. Et on va dire que cette ville, sociologiquement parlant, c'est ce qu'on appelle OBC, Other Backward Castes, et des Dalits. Ils sont 4 fois plus nombreux que les hautes castes, pardon. Et pourtant, dans ce film, tout le monde est de haute caste. Voilà. Donc, les journalistes disaient pourquoi on ne représente pas les héros de ces petites villes par des héros du quotidien, parce qu'en plus, c'est un nain pas très bien élevé, pas tellement... voilà, il n'a pas besoin, pour l'histoire, il n'a pas besoin d'être haute caste ou basse caste ou quoi que ce soit. Et si on peut juste voir la petite photo que j'avais préparée, il y a très peu de films qui en parlent de manière directe, quand même, c'est assez tabou. Et un des films que j'aime beaucoup qui en parle, c'est Swadesh. Je suis désolée, il y a une erreur, une petite faute d'orthographe dans le titre. Donc, Swadesh de Ashutosh Gowarikar, où justement on est dans un village. On est à ce moment qui réunit tout le village, ce moment de cinéma itinérant. Le cinéma vient dans le village. On tend cet écran pour projeter le film du soir. On a les hautes castes qui sont face à l'écran. Donc, vous voyez Shah Rukh Khan face à vous. Et on a les basses castes du village qui sont derrière l'écran. Et pendant cette chanson magnifique, Shah Rukh Khan va inviter tout le monde à se réunir du même côté de l'écran. Et ça, c'est très rare quand même dans Bollywood. Mais Ashutosh Gowarikar, c'est un réalisateur qui est un peu à part dans le système Bollywood. Ses films vont toujours avoir une portée un peu pédagogique, un petit peu... j'ai pas envie de dire militant, ça serait un peu trop fort, mais il fait passer des messages quand même. C'est un réalisateur qui a des convictions et qui fait passer des messages. Et puis, il y a certains réalisateurs Dalit aussi qu'il faudrait mentionner. Il y a aussi les prémices d'un cinéma Dalit. Et puis, pour rester dans le cinéma très commercial, là, je vous signale, vous l'avez peut-être vu, un film qui s'appelle Katal, qui est sorti sur Netflix et qui est consacré à la fois à la corruption et à la caste, parce que c'est une inspectrice de police de basse caste qui mène l'enquête, une enquête un peu absurde. Et évidemment, donc, la question de la caste dans ses interactions avec les gens sur qui elle enquête et avec ses collègues de la police se pose souvent. Alors, on en a... Je peux faire un dernier ajout, il y a la caste et les films du Sud, même RRR, on revient toujours à RRR, introduisent aussi, ça c'est assez nouveau, les tribaux. On les voit de plus en plus et c'est des films tournés autour du développement
les questions d'écologie, etc. Et on fait intervenir des personnages tribaux. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est encore pour l'instant rarement les personnages principaux quoi, des histoires. Et on l'a dit à plusieurs reprises, là, le cinéma indien, ou les cinémas indiens opèrent dans un environnement politique assez particulier, avec au pouvoir à la tête du pays, pas dans beaucoup de régions du Sud, mais tout de même à la tête du pays, un gouvernement nationaliste hindou qui arrive avec une certaine idéologie et une certaine esthétique aussi. On en a parlé au sujet du dieu Rama, une certaine idéologie sur les questions de caste, les questions des minorités, des LGBT, mais et de façon beaucoup plus frappante sur les minorités religieuses, notamment les musulmans, qui sont assez farouchement discriminés depuis près de 10 ans. Et il y a une censure en Inde, il y a une censure officielle. Il y a une commission de la censure, et quand on va au cinéma ou quand on regarde un DVD, la première chose qu'on voit en général, c'est le certificat de censure qui nous dit que le film a bien été autorisé, etc. Est-ce que Hélène, vous pourriez nous expliquer de façon très rapide le rôle de la censure et les stratégies de résistance, et puis ensuite on me tournerai vers Amandine pour conclure sur les questions politiques, d'autres questions politiques. Mais déjà, Hélène, si vous pouvez nous parler de la censure, des formes qu'elle prend aujourd'hui. Alors, la censure en Inde, je pense qu'il faut quand même le rappeler, c'est hérité d'un système des Britanniques. Hein. C'est basé sur le British Board of Film Censors qui avait été mis en place en 1912. Donc, ça date pas d'hier. Et on s'en doute ou pas, les Anglais avaient mis ça au point pour contrôler ce que les Indiens disaient des Anglais dans leurs films. Hein. Donc, c'était pour contrôler un peu des idées nationalistes qui essayaient d'être passées dans les films indiens. Alors, tout ça, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, le comité de censure, c'est un organe qui évolue sur des règles et des idées qui se sont mises en place dans les années 50. On croit toujours que on dit toujours que l'Inde censure beaucoup les scènes sensuelles, que le baiser est interdit, etc. Bon, on a toutes des exemples contre cette idée-là du cinéma indien. Mais c'est vrai que dans les années 50, le Cinematograph Act a fait une liste de thèmes appropriés. Voilà, il faut rester dans ces thématiques appropriées pour avoir le visa dont vous parliez. Ce visa, il a plusieurs catégories. Hein. C'est un peu comme chez nous. Hein. Nous aussi, au CNC, les films sont visionnés pour savoir dans quelle catégorie on les met, plus de 12 ans, plus de 16 ans, moins de 18 ans, etc. etc. En Inde, il y en a 5. Il y a universel, tout le monde peut y aller, et donc film familial, hein, comme on disait tout à l'heure. Il y a UA, ça veut dire universel, mais sur être accompagné d'un adulte, parce qu'il peut y avoir quelques scènes qui posent problème. Adulte only, donc adulte only, attention, hein, on pourrait croire que c'est des films à caractère sexuel, mais pas forcément du tout. Hein. En Inde, un film adulte only peut être adulte only juste pour des scènes de violence ou même pas du tout. J'en ai vu certains qui, j'ai pas compris pourquoi ils avaient été considérés comme ça. Il faut savoir que ça a un impact sur à quelle heure ils vont passer au cinéma. Ça va avoir un impact sur toute la vie du film économique, parce que ces films adultes only ne pourront pas passer à la télévision après, par exemple. C'est tout un schéma très complexe. Et il y a audience spéciale, public spécial. J'en ai jamais vu, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, mais c'est une des catégories qu'on trouve dans le Cinematograph Act. Et donc, en fait, les films sont visionnés. Et si on peut voir le PowerPoint, j'aime bien citer ces deux exemples. Uttar Punjab, qui avait fait beaucoup parler à l'époque, hein. Il y avait eu 94 demandes de coupe, de censure. Des fois, c'est 1 seconde, 2 secondes. Hein. Le comité visionne et dit il faut couper ça, il faut couper ça, il faut couper ça. Donc, c'est vraiment l'intégrité artistique aussi des réalisateurs qui est touchée.
Et souvent, ce cas-là en fait partie, souvent ça va jusque les tribunaux. Parce que quand on veut pas, on accepte de faire des concessions sur certaines scènes, sur d'autres scènes, on veut pas. Donc, on va au tribunal et c'est la Cour suprême qui décide quelle coupe on garde et quelle coupe on abandonne. Et c'est vraiment des cas, il y en a régulièrement. Hein. C'est quelque chose de... Aramcor aussi n'avait pas eu son certificat après le visionnage, parce que ça raconte une histoire d'adultère, enfin, entre un professeur et son élève, etc. Donc, c'est des films qu'on ne considère pas appropriés. Le terme, c'est vraiment ça, non approprié. Ça peut être le film en entier, ça peut être quelques scènes, et sans avoir le certificat, il y a des films qui mettent 3, 4, 5 ans après leur production à arriver sur les écrans à cause de ce système de censure. Merci beaucoup. Amandine, je vais me tourner vers vous pour la dernière question. L'avant-dernière question, en réalité. On connaît beaucoup, certaines stars du cinéma indien. On a évoqué des noms qui sont sans doute familiers à beaucoup des gens qui nous écoutent. Shah Rukh Khan, Rajinikanth, entre autres. Est-ce que vous pouvez parler un peu du star system? Et puis, pour en revenir aux questions politiques et de censure, quel est le rapport entre ces stars et le pouvoir? Et de façon plus générale, entre cette industrie qui est connue pour sa mixité entre hindous et musulmans, pour son ouverture d'esprit sur ces questions-là, en tout cas, religieuses, et le pouvoir actuel. Là, pareil, il me faudrait 6 heures, mais... Là, vous avez 2 minutes. Bref, non, alors Hélène a dit le mot tout à l'heure, le star divinisé, donc on a un rapport à la star qui n'a pas d'équivalent pour moi ailleurs, hein, nulle part, qui est vraiment unique en Inde, hein, cette dévotion, dévoration par l'image. J'ai commencé par la frontalité, ça fait partie. La star apparaît à l'écran et on la remercie quelque part d'être là et de nous regarder, et nous on la regarde, enfin il y a un truc très fort. Un rapport intime, si je peux dire, à des stars aussi. N'oublions pas, les stars dont certaines on a parlé, leur carrière, c'est pas 10 ans, c'est pas 15 ans, c'est parfois vraiment plusieurs décennies. Quelqu'un comme Amitabh Bachchan, il est sur nos écrans depuis... voilà, c'est quelqu'un avec qui on grandit, avec qui on vit quasi toute sa vie. Donc, il y a ce paramètre-là aussi. Les stars restent. Donc, il y a ce rapport-là. Et la question, du coup, de leur... elles ont une puissance parce qu'elles sont au cinéma, elles sont omniprésentes à la publicité, la télévision, évidemment, avec des jeux télé, il y a des stars. Donc, bref, les stars sont partout. Il aurait été étonnant qu'elles n'aillent pas aussi en politique, en fait. Et on a des exemples. Alors, le plus documenté, si je peux dire, ce sont les rapports très compliqués. Les rapports dans les cinémas du Sud, notamment au Tamil Nadu. Donc, la question de ce lien entre la star qui dirige la région, etc. Donc, ça a été très documenté. Il y a plusieurs ouvrages sur le sujet, qui sont ce moment où la star, quelque part, garde son aura de star de cinéma pour un message politique. Et ça, donc, j'ai envie de dire que c'est pas récent, ça a souvent été là, mais quelque part, on a en ce moment depuis quelques années, des stars qui peut-être plus ouvertement, et puis c'est aussi les réseaux sociaux, on s'exprime plus facilement sur des sujets, prennent clairement position pour ou contre, enfin, plus souvent pour d'ailleurs, le gouvernement en place. Et évidemment, ce n'est pas la même chose de dire sur Twitter qu'on soutient Narendra Modi qu'une star des années 50 qui avait un message politique. Il me semble là, pour moi, qu'il y a aussi il y a quelque chose qui change avec tout ça. Donc, on a des exemples de stars, alors Bollywood en l'occurrence aussi, que ce soit, je pense au biopic PM Modi, donc un biopic à la gloire de Narendra Modi qui devait sortir juste avant les élections, qu'il y a eu des combats pour que ce soit décalé la sortie, ou une actrice qui elle aussi est régulièrement citée, Kangana Ranaut, qui a très clairement pris position pour je veux dire l'hindouisme militant du gouvernement. Donc il y a des stars qui posent ça. A contrario, est-ce qu'on aurait l'équivalent de stars, on va dire musulmanes par exemple, qui réagiraient ou qui sont régulièrement attaquées? Des gens comme Shah Rukh Khan sont régulièrement attaqués
parce que ils sont musulmans. Mais là, on retouche à la deuxième partie de votre question, qui est que, en fait, en haut de l'affiche de beaucoup de ces grands succès bollywoodiens depuis les années 90, on a des stars musulmanes et qui jouent des hindous et qui jouent de tout. Voilà. Donc le cinéma, pour moi, évidemment, le cinéma n'est pas détaché de la société, de ce qui se passe, mais le cinéma est quand même aussi une poche de... Alors, je ne vais pas dire de résistance, mais quand vous avez des stars, vous voyez par exemple Pathan, il y a eu un appel au boycott pour le dernier film de Shah Rukh Khan, il y a eu un énorme appel au boycott sur les réseaux sociaux pour plein de raisons. L'actrice portait soi-disant un bikini safran, enfin voilà, appel au boycott, le film a explosé le box-office. Donc, le cinéma, quelque part, c'est plus compliqué, en fait. C'est plus compliqué parce que ces stars-là, avant d'être musulmanes ou quoi, Shah Rukh Khan, il est Shah Rukh Khan. Et je pense qu'il y a beaucoup d'extrémistes hindous qui ont du mal à se passer du dernier film de Shah Rukh Khan. sur ces considérations shahrukh-khaniennes, je vais passer à ma toute dernière question. Et qui est une question incontournable. Je voulais vous demander à toutes les trois de vous prêter à un exercice très, très difficile, de me donner une recommandation, ce qui est, vu la production indienne, très difficile, je sais, mais juste une recommandation d'un film que vous conseilleriez aux personnes qui nous écoutent. Vous allez très rapidement. Comme ça, on peut répondre ensuite aux questions des gens qu'on nous a posées en ligne. Alors, Hélène. Alors, moi, je vais pas chercher un film iconique. Je vais aller un peu dans les derrière, enfin les bas-fonds de Bollywood, comme je les appelle. C'est pas mon acteur favori, c'est pas mon film préféré, mais c'est un film que je trouve extraordinaire pour plein de raisons. Je vais citer Choli Choli Chupke Chupke. Peut-être si on peut voir l'affiche, comme ça les spectateurs pourront essayer de retrouver le film. C'est avec Salman Khan, Preity Zinta, Rani Mukherjee. C'est un film extraordinaire parce que c'est Bollywood pour moi. Ça mélange tout. Il y a tout dedans. Un couple heureux qui vit sans problème et qui finalement, la jeune femme, la jeune mariée est enceinte et puis ensuite elle perd l'enfant malheureusement et elle se pose la question, elle ne peut plus avoir d'enfant, elle se dit comment je vais faire pour donner un enfant à mon mari et on pense, c'est le début des années 2000, on pense mère porteuse, etc. Mais ça va être une solution à mi-chemin entre tout ça, mère porteuse, prostituée. Ouais. On va aller chercher une prostituée et pour moi c'est un film extraordinaire aussi, c'est Bollywood parce qu'il y a un remake c'est un peu un remake de Pretty Woman. Il y a la scène du shopping, il y a la chanson, hein, c'est un remake non officiel évidemment et tout ça c'est mélangé donc c'est extrêmement masala et il y a des moments qui sont magnifiques, notamment le moment où il y a les bénédictions en fait pour l'enfant et pour la mère. La prostituée est enceinte, évidemment la mère ne peut pas tout. Ne peut pas recevoir les bénédictions. Voilà. Donc à voir parce que c'est un ovni. Ophélie. Alors, je vais faire une super transition avec Hélène, je pense, parce que c'est exactement la même chose qu'Hélène. C'est-à-dire, c'est pas mon film préféré. C'est pas non plus, il n'y a aucune star dont je suis complètement fan dedans, mais c'est un ovni aussi. Et quand je l'ai vu, vraiment, ça m'a énormément marqué. Et puis comme ça, on va changer un petit peu de Bollywood. Je parle du film tamoul Paruthiviran, qui est un film de 2007. Et alors, je vais rien spoiler du tout, mais ça parle justement du problème de caste parce qu'on n'a pas eu le temps de le dire, mais dans le Tamil Nadu, le cinéma tamoul s'intéresse beaucoup plus en fait aux vrais Indiens, entre guillemets. Les Indiens sont moins blancs dans le cinéma tamoul qu'ils sont donc dans le cinéma hindi, et ils sont plus villageois qu'urbains. Et là, on a donc un homme dont les parents ont été rejetés parce qu'ils étaient de basse extraction, enfin qui s'étaient mariés entre castes, bref, voilà, il est devenu un voyou, mais le pire des voyous, c'est vraiment un homme horrible, et sauf qu'il rencontre, il a aussi son amie d'enfance qui est folle amoureuse de lui et qui veut le réformer. Et en fait, c'est un film avec une héroïne absolument superbe. Pour moi, c'est une des plus belles héroïnes féminines indiennes. C'est la femme sacrificielle à l'indienne, c'est Sita.
mais elle est tellement belle qu'elle va réussir, enfin, elle est tellement belle dans cet amour qu'elle va réussir à... non, non, je n'ai pas le droit de spoiler. Donc, Voilà, merci. voyez Parvati Viran. À vous, Amandine. Alors moi, très rapide, bon, moi j'ai pris un grand classique des années 60, Mughal et Azam, qui est pour moi voilà, de tous la splendeur du costume, la splendeur du décor, une histoire hallucinante et des scènes de danse mythiques. Donc voilà, moi je reste, je fais un peu la petite touche patrimoine. Mowgli Azam, c'est vrai que c'est tout à fait patrimonial et qui est resté très très longtemps à l'écran. Je me demande s'il n'y a pas des cinémas en Inde qui le jouent encore, comme Dilwale Dulhania Le Jayenge ou Kuch Kuch Hota Hai ou Sholay ou d'autres très gros blockbusters. Alors, merci beaucoup à toutes les trois. C'était très rapide. Je n'ai pas vu l'heure 20 passer, mais on a un tout petit peu de temps. On a encore 11 minutes exactement pour répondre à 2 questions qui nous ont été posées par des spectateurs en ligne. Alors, et qui vont permettre de répondre ou d'éclairer des points qu'on a juste survolés. Alors, un spectateur anonyme ou une spectatrice anonyme, je ne sais pas, nous dit « On sent une multiplication de films très patriotiques avec l'opposition Inde-Pakistan, comme dans Razi, et focus sur les opérations armées, Uri. Comment l'interprétez-vous à l'aune du nationalisme hindou ? Est-ce que c'est une particularité du régime actuel ou une tendance qui existe depuis l'indépendance ?» Alors, je ne sais pas laquelle de vous peut s'emparer de cette question. Amandine. J'y vais rapidement, c'est comme ça, c'est les filles, si vous voulez compléter. Il y en a toujours eu des films de guerre. Alors, il y avait des énormes blockbusters de guerre où on cassait du pakistanais. Bref, il y a une longue tradition du film de guerre. Je comprends ce que vous dites avec les côtés récents de certains films, Uri, etc. Et il y en a un qui, pour moi, m'a vraiment choqué ces derniers temps. C'est The Kashmir Files. Qui traite du rapport, de questions du Cachemire, mais sous l'angle, alors là, vraiment d'une soi-disant enquête réelle. Et ce film pose énormément de problèmes, et ça rejoint aussi la fin de la question, parce que ce film a très clairement été soutenu par le pouvoir en place. Donc, le film met en scène des hindous pandits au Cachemire, massacrés par des musulmans. Et le film, par exemple, on lui avait le droit de passer sans payer de taxes. Donc, évidemment, pour une salle de cinéma, pas de taxes sur le film, etc. Donc, il y a beaucoup de choses politiques qui ont été mises en place pour que, par exemple, ce film-là, qui traitait d'une question très, très touchy, si je peux dire, soit vu. Et évidemment, plein de gens ont pensé que, je ne sais pas, c'était un film historique, que c'était vraiment ça, alors qu'il pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Donc, je pense qu'on est passé du film de guerre un peu baston masculiniste des années 80, mais qu'on peut adorer comme on aime plein de films américains où voilà, c'est des grosses scènes de bataille, c'est la guerre, c'est bien filmé, on est content, à des trucs, pour moi, enfin des films beaucoup plus problématiques parce qu'ils sont soutenus dans leur message. Et voilà, donc Kashmir Files, il y en a eu plusieurs, vous avez raison. Pas forcément ceux que vous avez cités d'ailleurs, mais il y a une accélération, en tout cas, de la facilité avec laquelle ces films sont soutenus économiquement. Est-ce que Ophélie ou Hélène, vous voulez rajouter quelque chose ? Si, moi je veux bien très rapidement, peut-être pour enclencher une mini-discussion, mais ça ne répond pas tout à fait à la question, mais c'est pour rebondir sur ce que dit Amandine. Le cinéma indie est quand même très réconciliateur dans la plupart de ces films, c'est-à-dire c'est quand même beaucoup des films disant que les Pakistanais sont nos frères. Et voilà, et qui a effectivement ce problème du terrorisme, mais que ça, c'est pas, voilà, ça concerne pas tous les musulmans. Et donc voilà, moi je trouve que c'est un cinéma qui aurait du mal à tomber complètement dans les griffes du nationalisme hindou parce qu'il ne l'est pas en fait. Et encore une fois, par rapport à ce qu'a dit Amandine, quand on n'a que des stars, des grandes stars musulmanes, c'est un petit peu compliqué en fait. C'est un rapport très compliqué au pouvoir. Voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Alors, j'ai une autre question que je vais vous poser à vous, Hélène. Vous qui avez notamment créé une plateforme de promotion des films indiens. Alors, c'est une question de Martin Courgeon. Pourriez-vous nous parler de l'accès et la distribution difficile des cinémas indiens en France ?
Alors, c'est très, très compliqué. C'est aussi, quand on parlait de l'Allemagne, moi, j'avais envie de dire aussi qu'en Allemagne, il y a un système de distribution des films indiens qui s'est installé depuis longtemps et qui est plus performant. Nous, en France, on n'arrive pas. On n'arrive pas à installer le cinéma indien comme un cinéma normal. Ça reste un cinéma exotique qui sort à ses propres conditions. Les films sortent le vendredi comme en Inde et pas le mercredi. Les films ne sortent pas sur des séances complètes dans le sens où c'est pas tous les jours de la semaine à chaque séance au cinéma. C'est une séance à 20h le vendredi, une séance le lundi à 14h. Enfin voilà, une séance par-ci par-là. On connaît tous ceux qui essayent de voir des films indiens en salle connaissent ces problèmes, hein, connaissent cet accès extrêmement restreint, extrêmement difficile. Pourquoi ? On ne sait pas. Il y a plein de... Moi, mon interprétation, c'est que le milieu cinéphile français est extrêmement snob et n'aime pas Bollywood et reste sur des idées de ce qu'est Bollywood et croit que le cinéma indien, c'est un sous-cinéma, un cinéma de mauvaise qualité, un cinéma qui ne respecte pas les codes occidentaux du cinéma. On aime Satyajit Ray parce que Satyajit Ray, finalement, il fait du cinéma comme chez nous. Hein. On voit juste des Indiens à l'écran, mais cinématographiquement, c'est comme chez nous, entre guillemets. Bollywood, c'est autre chose. Bollywood, c'est masala. On rit, on chante, on danse, on pleure, on a peur, tout ça dans un seul film. Bon, tout le monde n'est pas capable de comprendre cet autre langage cinématographique. Et donc, en fait, ceux qui ont les salles de cinéma ont peur d'accepter du Bollywood parce qu'ils se disent il n'y a que des Indiens qui vont venir le voir. Et ils nous disent ah non, ici, il n'y a pas de communauté indienne, ça ne va pas marcher. Donc, ils ont peur de ne pas remplir leur salle. Les distributeurs ne veulent pas acheter des films parce que c'est compliqué, parce qu'ils ont peur de ne pas rentrer dans leurs frais. Mais je dois quand même dire que l'Inde ne facilite pas les choses. Hein. Le marché français, ça ne les intéresse pas. On est une goutte d'eau dans l'océan. Les minimums garantis, les MG sont excessivement cher. Les distributeurs ne peuvent pas se payer un film indien. Et ceux qui y arrivent, ils le font à des termes qui sont extrêmement complexes, du genre ils négocient les droits pour 3 mois, alors que d'habitude, un distributeur, ça prend les droits pour 5 ans, 10 ans. Donc, en fait, à peine le film sort, il n'a pas le temps de tourner, etc., ils n'ont plus les droits. Aujourd'hui, il y a un nouveau problème qui est que ces distributeurs, avant, c'est très technique, je suis désolée, mais ça explique beaucoup de choses. Ces distributeurs remplissaient ce qu'on appelle des certificats temporaires. Pour passer au cinéma, il faut un certificat. Et maintenant, comme les films, ils remplissent des certificats non temporaires, ils font le circuit comme un vrai film, comme un film américain, auprès du CNC, etc. Les films indiens rentrent dans la chronologie des médias. Et ça complique tout. Parce qu'ils sont très vite sur Netflix ou Amazon. Hein, on l'a vu avec Pathan. On l'a vu avec d'autres films. Et du coup, ils ne peuvent plus être en salle en France en même temps. C'est très compliqué. Donc, il y a beaucoup de couches différentes de raisons qui limitent l'accès. Mais pour moi, la première des raisons, c'est ce snobisme et ce rejet du cinéma populaire indien. Et je pense que tant qu'on n'aura pas fait passer le message que ça n'est pas un sous-cinéma, que c'est un cinéma différent, on n'aura pas plus de cinéma indien sur nos écrans, malheureusement. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci pour ce mot, ce qui devrait être le mot de la fin. Il nous reste 3 minutes. Donc, c'est formidable. Je vous ai beaucoup pressé. Est-ce que vous avez un vrai mot de la fin, quelque chose que vous voudriez ajouter à ce que vient de dire Hélène, Amandine et Ophélie? Compliqué. Non, je pense qu'il faut... il faut accepter les nuances, accepter la complexité, accepter qu'il y a des formes cinématographiques en dehors de nos propres codes et que nos codes ne sont ni supérieurs, ni un modèle, ni quoi que ce soit, et que le principe même du cinéma, c'est de se laisser porter et embarquer dans des histoires. Et à ma connaissance, pour moi personnellement, c'est un des cinémas qui m'emmène le plus loin sur bien des points. Un plaisir esthétique, un plaisir musical, un plaisir visuel, un plaisir romanesque, épique, plein de choses. Et que du coup, je connais très peu de spectateurs, de vrais spectateurs de cinéma qui refusent un de ces aspects. Donc pour vous, c'est une expérience un peu totale.
Total, et que c'est un et qu'il y a vraiment, voilà, et je pense que n'importe quel spectateur peut trouver quelque chose dans un des cinémas indiens, un des aspects du cinéma indien, il n'y a pas de raison. Ophélie? Oui, moi je dirais juste que si on n'a jamais vu un film avec Shah Rukh Khan, on ne peut pas parler de cinéma indien ou le critiquer. Voilà. Je pense que Amandine et Hélène seront bien d'accord avec moi. Oui, et moi aussi d'ailleurs. C'est incontournable. Merci, Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas faire l'impasse. C'est incontournable. Et le cinéma fait partie, comme Shah Rukh Khan, de la langue de l'Inde. On se parle souvent en faisant référence à des films. Les publicités font référence à des films. Les ministres, quand ils font ou les dirigeants politiques, quand ils font des discours, font des références à des films. Un des jeux très connus, c'est Antakshari. C'est commencer une phrase et ensuite on passe la parole à quelqu'un d'autre qui poursuit avec un dialogue de film. Ça coule dans le sang de l'Inde, si je peux dire. Donc, merci beaucoup à toutes les trois. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Les références seront sur la page web, les références des films, mais aussi de vos ouvrages respectifs. Donc, merci beaucoup à toutes les trois et je vous dis à très bientôt dans les forums France-Inde pour de nouveaux sujets politiques ou sociaux et de nouvelles analyses. Merci, bonne soirée. Merci.